Jour du Lierre, au siège du comité. Note. En référence à une coutume consistant à porter du lierre à la boutonnière en signe de soutien à Charles Stewart Parnell, le jour anniversaire de sa mort. Le vieux Jack ramassa les braises avec un vieux bout de carton et les répandit judicieusement sur le tas de charbon qui commençait à blanchir. Quand le tas fut recouvert, son visage plongea dans l'obscurité, mais comme il s'apprêtait à ranimer le feu, son ombre accroupie monta sur le mur opposé, et son visage émergea à nouveau à la lumière. C'était un visage de vieil homme, très osseux et très poilu. Les yeux bleus humides clignaient devant le feu, et la bouche humide s'ouvrait toute seule et mastiquait une ou deux fois mécaniquement quand elle se refermait. Quand les braises eurent pris, il posa le carton contre le mur, soupira et dit « Ah, voilà qui est mieux, Mr. O'Connor !» Mr. O'Connor, un jeune homme aux cheveux gris, dont le visage était défiguré par les boutons et les taches, venait juste de mettre du tabac dans un joli cylindre pour former une cigarette, mais quand on lui adressa la parole, il défit ce qu'il venait de faire d'un air méditatif. Puis il recommença à rouler le tabac, toujours d'un air méditatif, et après avoir réfléchi un moment, il décida de lécher le papier. « Est-ce que Mr. Tierney a dit quand il serait de retour ?» demanda-t-il d'une voix de fausset. « Non, il n'a rien dit. » Mr. O'Connor mit sa cigarette dans sa bouche et commença à fouiller ses poches. Il sortit un paquet de fines petites cartes qui servaient de tracts. « Je vais vous chercher une allumette, » dit le vieux. « Non, laissez, ça va faire l'affaire, » dit Mr. O'Connor. Il choisit l'un des tracts et lut ce qui y était inscrit. Élection municipale, circonscription de la Bourse. Mr. Richard J. Tierney, PLG, sollicite respectueusement votre vote et votre soutien pour l'élection à venir dans la circonscription de la Bourse. Mr. O'Connor avait été engagé par l'agent de Tierney pour inciter au vote une partie de la circonscription. Mais comme le temps n'était pas clément et que ses bottes laissaient filtrer l'eau, il passa en réalité une grande partie de la journée assis près du feu au siège du comité à Wicklow Street, avec Jack, le vieux gardien. Ils étaient là depuis que le jour, très court, s'était assombri. On était le 6 octobre, un jour lugubre et froid, à ne pas mettre le nez dehors. Mr. O'Connor déchira un bout du tract. Tandis qu'il l'enflammait pour allumer sa cigarette, la flamme éclaira une feuille de lierre brune et brillante sur le revers de son manteau. Le vieil homme la regarda attentivement, puis, reprenant le morceau de carton, il recommença à attiser le feu, avec lenteur, tandis que son compagnon fumait. « Ah oui, dit-il en continuant, c'est dur de savoir comment il faut élever les enfants. Qui aurait cru qu'il tournerait comme ça? Je l'ai envoyé chez les frères chrétiens, et j'ai fait ce que j'ai pu, et voilà qu'il traîne dans les bistrots. J'ai pourtant essayé de faire de lui quelqu'un de décent. » Il rangea le carton d'un geste fatigué. « Si je n'étais pas si vieux, j'aimerais bien le faire danser sur une autre chanson. Je prendrais le bâton pour lui mettre une raclée, comme je l'ai fait bien des fois par le passé. La mère, vous savez ce que c'est. Elle le gâte pour un oui ou pour un non. »« C'est ça qui ruine les enfants, » dit Mr. O'Connor. « Ah, ça c'est bien vrai, » dit le vieil homme. « Et pas un merci pour tout ça. Seulement de l'impudence. Il me prend de haut dès qu'il voit que j'ai siroté un peu. Qu'est-ce que le monde va devenir si les fils se mettent à parler comme ça à leur père? »« Quel âge a-t-il » dit Mr. O'Connor. « 19 ans, » dit le vieil homme. « Pourquoi ne le mettez-vous pas à travailler quelque part ?»« Ah, que n'ai-je pas essayé pour ce poivreau depuis qu'il a quitté l'école? Je ne te garderai pas à la maison, que je lui dis toujours. Tu dois te trouver un travail par toi-même. Mais, pour sûr, c'est pire quand il a du travail. Il boit tout son salaire. » Mr. O'Connor hocha la tête avec compassion, et le vieil homme retomba dans le silence, les yeux fixés sur le feu. Quelqu'un ouvrit la porte de la salle et appela. « Oh là! On se croirait à une réunion des francs-maçons. »« Qui va là? » demanda le vieil homme. « Mais qu'est-ce que vous fabriquez dans le noir? » demanda une voix. « C'est vous, Heinz ?» demanda Mr. O'Connor. « Oui, qu'est-ce que vous fichez dans le noir? » répéta Mr. Heinz, en s'avançant vers la lumière du feu. C'était un jeune homme grand et mince, doté d'une fine moustache brune. De petites gouttes de pluie, prêtes à tomber, pendaient au bout de son chapeau, et le col de sa veste était remonté. « Eh bien, Matt, dit-il à Mr. O'Connor, comment ça se passe ? »
Mr. O'Connor hocha la tête. Le vieil homme quitta l'âtre, tâtonna dans la pièce, puis revint avec 2 chandelles qu'il alluma l'une après l'autre aux flammes, avant de les disposer sur la table. Une pièce dénudée apparut à la vue, et le feu perdit sa couleur réconfortante. Les murs de la pièce étaient nus, à l'exception d'une copie d'un discours électoral. Au milieu de la pièce se trouvait une petite table où des papiers étaient empilés. Mr. Hines s'adossa au manteau de la cheminée et demanda. « Il vous a payé déjà ?»« Pas encore, » dit Mr. O'Connor. « J'ose espérer qu'il ne va pas nous laisser en plan ce soir. » Mr. Hines rit. « Oh, il va nous payer, ne vous inquiétez pas, » dit-il. « J'espère qu'il sera régulier et qu'il prend les affaires au sérieux, » dit Mr. O'Connor. « Qu'est-ce que vous en pensez, Jack ?» dit Mr. Hines ironiquement au vieil homme. Le vieux revint s'asseoir près du feu en disant « En tout cas, il a de quoi, pas comme l'autre traîne savate. »« Quel autre traîne savate ?» dit Mr. Hines. « Colgan !» dit le vieil homme avec mépris. « C'est parce que Colgan est ouvrier que vous dites ça ? Mais quelle est la différence entre un bon et honnête maçon et un tenancier de pub, hein ? Est-ce que l'ouvrier n'a pas le droit d'être dans la politique, comme n'importe qui d'autre ? Et même n'a-t-il pas plus de droits que ces Irlandais qui singent les Britanniques et qui baissent leur chapeau devant tous les gars qui ont un peu de renommée ? Vous n'êtes pas d'accord, Matt ? dit Mr. Hines en s'adressant à Mr. O'Connor. Je suis d'accord, dit Mr. O'Connor. Cet homme est un brave et honnête gars, sans squelette dans ses placards. Il représente la classe des travailleurs. Le gars pour qui vous travaillez, lui, ne cherche qu'à trouver un job. Bien sûr, la classe ouvrière doit être représentée, dit le vieil homme. L'ouvrier, dit Mr. Hines, reçoit tous les coups de pied pour un salaire de misère, mais c'est son travail qui produit tout. L'ouvrier n'est pas à la recherche de sinécures pour ses fils et ses neveux et ses cousins. L'ouvrier ne va pas traîner l'honneur de Dublin dans la boue pour plaire à un monarque allemand. Comment ça ? dit le vieil homme. Vous ne savez pas qu'ils veulent faire un discours de bienvenue au roi Édouard s'il vient l'an prochain ? Et pourquoi donc ferait-on des mamours à un roi étranger ? Notre homme ne va pas voter pour ce discours, dit Mr. O'Connor. Il roule pour les nationalistes. Vous en êtes bien sûr, dit Mr. Hines. Attendez de voir s'il va voter pour ou contre. Je le connais. On parle bien de Richard Cafard Tierney. Par tous les diables, vous avez peut-être raison, Joe, dit Mr. O'Connor. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais bien qu'il se pointe avec l'oseille. Les 3 hommes retombèrent dans le silence. Le vieil homme recommença à assembler les braises. Mr. Hines retira son chapeau, le secoua et rabattit le col de son veston, révélant, ce faisant, une feuille de lierre à son revers. « Si ce bonhomme-là était en vie, dit-il en désignant la feuille, on ne discuterait pas d'un discours de bienvenue. »« C'est bien vrai, dit Mr. O'Connor. »« Dieu était avec eux à l'époque, dit le vieil homme. On savait vivre. » La pièce retomba dans le silence. Puis un petit homme énergique, doté d'un nez reniflant et d'oreilles très froides, poussa la porte et entra. Il se hâta vers le feu, se frottant les mains comme s'il avait l'intention d'en faire jaillir des étincelles. « Pas d'argent, les gars, dit-il. »« Asseyez-vous donc, Mr. Henchy, dit le vieil homme en lui offrant sa chaise. « Oh, ne vous dérangez pas, Jack, ne vous dérangez pas, dit Mr. Henchy. Il fit un signe de tête sec à Mr. Hines et s'assit sur la chaise que le vieil homme avait libérée. « Vous vous êtes occupé de Odger Street » demanda-t-il à Mr. O'Connor. « Oui, dit Mr. O'Connor, en commençant à fouiller ses poches à la recherche de ses mémos. « Vous avez été voir Grimes ?»« Oui. »« Et alors, il va voter pour nous ?»« Il n'a pas promis. Il a dit « Je ne dirai à personne pour qui je vais voter. Mais je pense qu'il va faire ce qu'il faut. » « Pourquoi ?» Il m'a demandé qui étaient les gens sur la liste, et je lui ai répondu. J'ai mentionné le nom du père Burke. Je pense que ça va aller. Mr. Henchy commença à renifler et à se frotter les mains au-dessus du feu à une vitesse prodigieuse. Puis il dit « Pour l'amour de Dieu, Jack, apportez-nous un peu de charbon, il doit y en avoir encore. » Le vieil homme sortit de la pièce. « Ça ne va pas le faire, dit Mr. Henchy secouant la tête. J'ai demandé au petit cireur de pompe, mais il a dit « Eh bien, Mr. Henchy, si je vois que le travail est bien fait, je ne vous oublierai pas, soyez-en sûr. » Sale petit vaurien. Bon Dieu, comment pourrait-il être autre chose ? « Qu'est-ce que je vous disais, Matt ?» dit Mr. Hines. « Richard Cafard Tierney. »« Oh, un vrai cafard, de la pire espèce, dit Mr. Henchy. Il n'a pas ses petits yeux de cochon pour rien.
Mort de son âme, il ne pouvait pas payer comme un homme, plutôt que de dire « Ah, maintenant, Mr. Henchy, je dois voir avec Mr. Fanning, parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent. » Sale petit garnement de l'enfer. Je suppose qu'il a oublié le temps où son vieux père tenait une friperie à Mary's Lane. Mais est-ce bien vrai, cela? Mon Dieu, oui, dit Mr. Henchy. Vous n'avez jamais entendu ça? Et les hommes y allaient le dimanche matin, avant que les bistrots n'ouvrent, pour acheter un pardessus ou des pantalons longs. Mais le petit père de Richard le cafard avait toujours une petite bouteille noire bien traîtresse dans un coin. Vous vous rendez compte? C'est là-dedans qu'il a vu le jour. Le vieil homme revint avec quelques morceaux de charbon qu'il disposa çà et là dans l'âtre. « Vous parlez d'un cadeau de naissance. Et comment il s'imagine qu'on va travailler pour lui s'il ne casque pas ?» « Je ne peux pas m'en empêcher, dit Mr. Henchy. Je m'attends à trouver les huissiers dans le hall à mon retour chez moi. » Mr. Hines rit, et, s'extrayant du manteau de la cheminée d'une poussée de ses épaules, il s'apprêta à partir. « Ça ira mieux quand le roi Eddie viendra, dit-il. Bon, les gars, je me tire. À plus tard, bye bye. » Il quitta la pièce lentement. Ni Mr. Henchy, ni le vieil homme ne dirent rien, mais, juste comme la porte se refermait, Mr. O'Connor, qui était resté à fixer le feu d'un air grognon, cria soudain « Bye, Joe !» Mr. Henchy attendit quelques instants, puis il hocha la tête en direction de la porte. « Dites-moi, dit-il à travers le feu, qu'est-ce qui amène notre ami ici? Qu'est-ce qu'il veut? »« Oh, pauvre Joe !» dit Mr. O'Connor, jetant son mégot dans le feu. « Il est fauché, exactement comme nous. » Mr. Henchy renifla avec vigueur et cracha si copieusement qu'il éteignit presque le feu, qui protesta par un sifflement. « Pour vous donner mon opinion personnelle qui vaut ce qu'elle vaut, dit-il, je crois que c'est une taupe de l'autre camp, un espion de Colgan, si vous voulez mon avis. Essayez de rôder un peu et de vous renseigner sur ce qu'ils sont en train de mijoter. Ils ne vous suspecteront pas. Vous me suivez? »« Non, ce pauvre Joe est un type bien, dit Mr. O'Connor. »« Son père était un homme décent et respectable, admit Mr. Henchy. Pauvre vieux Larry Hines, il en a eu des bonnes fortunes en son temps. Mais j'ai bien peur que notre ami ne soit pas du même tonneau. Dame Ned, je peux comprendre qu'on soit fauché, mais ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'on vive au crochet des autres. Il ne pourrait pas avoir au moins une once de dignité? Ah, pour sûr, il ne reçoit pas un très bon accueil de ma part quand il se pointe, dit le vieux. Qu'il travaille dans son coin et qu'il ne vienne pas nous espionner par ici. Je ne sais pas, dit Mr. O'Connor, dubitatif, tandis qu'il reprenait son papier à cigarette et son tabac. Je pense que Joe Hines est un homme droit, et un gars qui a une bonne plume aussi. Vous vous rappelez ce truc qu'il avait écrit? Certains de ces montagnards et de ces gars de l'IRB sont un peu trop malins à mon goût, dit Mr. Henchy. Vous voulez mon opinion personnelle qui vaut ce qu'elle vaut? Ces mauvais plaisants, je crois que la moitié d'entre eux sont payés par le château. On ne peut pas savoir, dit le vieil homme. Oh, mais je le sais de source sûre, dit Mr. Henchy. Ce sont des types du château. Je ne dis pas Hines, non, bon Dieu. Je pense qu'il est un cran au-dessus de ça. Mais il y a un certain petit nobliau louchon. Vous voyez de quel patriote je veux parler? Mr. O'Connor hocha la tête. Un descendant en ligne directe du Major Cyr, si vous préférez. Oh, le sang même qui a irrigué le cœur d'un patriote. Eh bien, c'est un gars qui vendrait son pays pour 4 pence et qui tomberait à genoux pour rendre grâce au Christ Tout-Puissant d'avoir un pays à vendre. Quelqu'un frappa à la porte. « Entrez !» dit Mr. Henchy. Une personne qui ressemblait à un prêtre misérable ou à un acteur dans le besoin apparut sur le seuil. Ses habits noirs étaient boutonnés serrés sur son petit corps, et il était impossible de dire s'il s'agissait du col d'un clergyman ou d'un homme de loi, parce que le revers de sa redingote, dont les boutons découverts reflétaient la lumière des chandelles, était tourné du côté de son cou. Il portait un chapeau rond de feutre noir. Son visage, luisant de gouttes de pluie, avait l'apparence d'un gruyère humide, à l'exception des 2 taches roses qui indiquaient les pommettes. Il ouvrit sa très grande bouche, soudain, pour exprimer sa déception, et en même temps il ouvrit grand ses yeux bleus très brillants pour exprimer le plaisir et la surprise. « Oh, Père Keon !» dit Mr. Henchy en sautant de sa chaise. « C'est vous? Entrez donc !»« Oh, non, 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 non !» dit Père Keon vivement, avec les lèvres pincées comme s'il s'adressait à un enfant. « Vous ne voulez pas entrer et vous asseoir? »« Non, non, non !» dit le Père Keon, en parlant d'une voix de velours discrète et indulgente. « Je ne veux pas vous déranger, je cherche simplement Mr. Fanning. »« Il doit traîner au Black Eagle, dit Mr. Henchy.
Mais venez, et asseyez-vous une minute. Non, non, je vous remercie. C'est juste pour une petite affaire, dit le père Keon. Merci, vraiment. Il se retira du seuil et Mr. Henchy, s'emparant de l'une des chandelles, alla à la porte pour lui éclairer l'escalier. Oh, je vous en prie, ne prenez pas cette peine. Non, mais l'escalier est très noir. Non, non, j'y vois clair, merci, vraiment. C'est bon, vous y êtes? Oui, oui, merci, merci. Mr. Henchy revint avec sa chandelle qu'il posa sur la table. Il se rassit auprès du feu. Il y eut un silence pendant quelques minutes. « Dites-moi, John, » dit Mr. O'Connor, allumant sa cigarette à l'aide d'un autre tract. « Qu'est-il, exactement ?»« Excellente question, » dit Mr. Henchy. « Fanning et lui ont l'air très proches. Ils sont souvent au Cavanagh, tous les deux. Est-ce que c'est vraiment un prêtre ?»« Oui, je crois. Je crois qu'il est ce que vous appelez une brebis galeuse. Nous n'en avons pas beaucoup, grâce à Dieu, mais nous en avons quelques-unes. C'est un genre de pauvre hère. »« Et de quoi vit-il » demanda Mr. O'Connor. « Ça, c'est un autre mystère. Est-il rattaché à une chapelle, une église, une institution ou... » « Non, dit Mr. Henchy. Je crois qu'il voyage pour son propre compte. Dieu me pardonne, ajouta-t-il. Je croyais, quand il est entré, que c'étaient les bouteilles de bière qui arrivaient. Vous pensez qu'on a encore une chance de les voir arriver? Demanda Mr. O'Connor. Oh, j'ai le gosier sec, moi aussi, dit le vieux. J'ai demandé 3 fois à cette petite vermine s'il pouvait faire envoyer une 12aine de bières. Je voulais le lui redemander à l'instant, mais il était appuyé au comptoir en manche de chemise, en train de taper le carton avec Alderman Cowley. Pourquoi ne lui avez-vous pas rappelé? Dit Mr. O'Connor. Eh bien, je ne pouvais quand même pas le déranger pendant qu'il parlait à Alderman Cowley. J'ai attendu de croiser son regard et j'ai dit « À propos de la petite affaire dont je vous ai parlé... » Il a dit « Oui, oui, Mr. Henchy, ça ira. » Ouais, c'est à peu près sûr que ce petit pousset m'aura complètement oublié. « Il se trame quelque chose dans ce quartier, » dit Mr. O'Connor d'un air pensif. « Je les ai vus, tous les 3, qui mettaient du cœur à l'ouvrage hier, au coin de Suffolk Street. »« Je crois savoir quel est leur petit manège, » dit Mr. Henchy. « Quand on veut être maire de nos jours, il faut être en affaire avec les gens de la municipalité. Ce sont eux qui vous font maire. Bon Dieu, je songe sérieusement à m'enrôler dans la municipalité moi-même. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que j'ai le profil du job ?» Mr. O'Connor éclata de rire. « Tant qu'il ne s'agit que de devoir de l'argent. »« Vous m'imaginez sortant de la mairie, dit Mr. Henchy, dans toute ma vermine, avec Jack qui se tiendrait derrière moi en perruque poudrée, hein? Et n'oubliez pas de me prendre comme secrétaire personnel, John. » Oui, et je ferai du père Keon mon chapelain particulier, une vraie réunion de famille. « Ma foi, Mr. Henchy, dit le vieil homme, vous auriez plus de style que certains d'entre eux. Je parlais l'autre jour au vieux Keegan, le portier. Je lui ai dit « Et comment tu trouves ton nouveau maître, Pat? Tu ne dois plus avoir beaucoup de distractions maintenant. » Il a dit « Des distractions? Il vivrait de lécher les murs, tu veux dire. Et vous savez ce qu'il m'a dit encore? Non, je jure devant Dieu que je ne le crois pas. »« Quoi ?» demandèrent Mr. Henchy et Mr. O'Connor. « Il m'a dit « Qu'est-ce que tu dis d'un maire de Dublin qui fait chercher une livre de côtelettes pour son dîner? Vous parlez d'un grand train. » J'ai dit « Une livre de côtelettes, il a dit, livrée à la mairie. » Je lui ai dit « Grand Dieu, on voit de ces gens de nos jours. » À ce moment, il y eut des coups frappés à la porte, et un garçon passa la tête à l'intérieur. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le vieil homme. « Livraison du Black Eagle, » dit le garçon en marchant dans la pièce, et il déposa à terre un panier qui faisait un bruit de bouteilles qui s'entrechoquent. Le vieil homme aida le garçon à transférer les bouteilles du panier jusqu'à la table et les recompta. Une fois l'opération achevée, le garçon reprit le panier sur son bras et demanda « Vous avez des bouteilles ?»« Quelles bouteilles ?» dit le vieil homme. « Vous ne nous laisserez pas les boire d'abord, » dit Mr. Henchy. « On m'a dit de demander les bouteilles. »« Reviens demain, » dit le vieil homme. « Eh, petit, » dit Mr. Henchy, « est-ce que tu pourrais trouver O'Farrell et lui demander de nous prêter un tire-bouchon? Ajoute que c'est pour Mr. Henchy. Dis-lui qu'on ne le garde qu'une minute. Laisse ton panier ici. » Le garçon sortit, et Mr. Henchy commença à se frotter les mains joyeusement en disant « Allez, il n'est pas si mauvais bougre après tout. Au moins, il tient parole. »« Il n'y a pas de verre, » dit le vieux. « Oh, ce n'est pas grave, Jack, » dit Mr. Henchy. « Il est arrivé à des hommes très bien de boire à la bouteille. »« En tout cas, c'est mieux que rien, » dit Mr. O'Connor. « Ce n'est pas un mauvais bougre, » dit Mr. Henchy. « C'est juste que Fanning l'a sous sa coupe.
Il a de bonnes intentions, vous savez, même s'il ne paye pas de mine. » Le garçon revint avec le tire-bouchon. Le vieil homme ouvrit 3 bouteilles et était en train de rendre le tire-bouchon quand Mr. Henchy dit au garçon « Tu veux boire un coup, petit ?»« Si ça ne vous dérange pas, monsieur, » dit le garçon. Le vieil homme ouvrit une autre bouteille, à contre-cœur, et l'attendit au garçon. « Quel âge as-tu » demanda-t-il. « 17 ans, » dit le garçon. Comme le vieux ne répondait pas, le garçon prit la bouteille et dit « Mes compliments à Mr. Henchy !» Puis il but le contenu, reposa la bouteille sur la table et s'essuya la bouche avec sa manche. Puis il prit le tire-bouchon et sortit par la porte en marmonnant quelque chose qui devait être un salut. « C'est comme ça que ça commence, » dit le vieux. « Le début de la fin, » dit Mr. Henchy. Le vieux distribua les 3 bouteilles qu'il avait ouvertes et les hommes burent de concert. Après avoir bu, chacun plaça sa bouteille sur le manteau de la cheminée, à portée de main, et poussa un long soupir de satisfaction. « Ah, eh bien, je ne suis pas mécontent de mon travail aujourd'hui, » dit Mr. Henchy après une pause. « Ah oui, John ? » ?»« Oui, j'ai obtenu 1 ou 2 votes sûrs à Dawson Street avec Crofton. Entre nous, Crofton, c'est sûrement un brave gars, mais il ne vaut pas tripette quand il s'agit de faire campagne. Il ne saurait même pas adresser la parole à un chien. Il se tient planté là et regarde les gens, pendant que c'est moi qui fais tout le baratin. » À cet instant, 2 hommes entrèrent dans la salle. L'un d'entre eux était un homme très gros, dont les vêtements de serge bleu semblaient menacés de tomber de sa silhouette voûtée. Il avait un gros visage qui ressemblait à une tête de veau, avec des yeux bleus et une moustache grisonnante. L'autre homme, qui était beaucoup plus jeune et fragile, avait un visage mince et rasé de près. Il portait un double col très haut et un chapeau melon à large bord. « Hello, Crofton !» dit Mr. Henchy au gros homme. « Quand on parle du loup… » « D'où viennent les bières ?» demanda le jeune homme. « Est-ce que le tonneau a débordé ?»« Oh, bien sûr, ce que Lyons remarque en premier, c'est la boisson, » dit Mr. O'Connor en riant. « C'est comme ça que vous faites campagne, » dit Mr. Lyons, « pendant que Crofton et moi, nous nous crevons dans le froid et la pluie à chercher des promesses de vote. »« Oh, sacrebleu, » dit Mr. Henchy, « j'arracherai plus de votes en 5 minutes que vous 2 en 1 semaine. »« Ouvrez 2 bouteilles de bière, Jack, » dit Mr. O'Connor. « Et comment je vais faire, moi ?» dit le vieux, « maintenant que je n'ai plus de tire-bouchon. »« Attendez, » dit Mr. Henchy en se levant vivement. « Est-ce que vous connaissez cette petite astuce ?» Il prit 2 bouteilles sur la table et, les apportant près du feu, les plaça sur la plaque de l'âtre. Puis il se rassit en face du feu et prit une nouvelle gorgée de sa bouteille. Mr. Lyons s'était assis sur le bord de la table, poussa son chapeau vers sa nuque et commença à balancer les jambes. « Laquelle est ma bouteille ?» demanda-t-il. « Celle-ci, mon gars, » dit Mr. Henchy. Mr. Crofton s'assit sur un carton et regarda fixement l'autre bouteille sur la plaque. Il avait 2 raisons pour demeurer silencieux. La première raison, suffisante en elle-même, était qu'il n'avait rien à dire. La seconde était qu'il considérait ses compagnons comme au-dessous de lui. Il avait battu les rues pour les campagnes de Wilkins, le conservateur. Mais quand les conservateurs avaient retiré leur homme et, choisissant entre 2 mots, avaient donné leur soutien au candidat nationaliste, Mr. Crofton s'était retrouvé à travailler pour Mr. Tierney. En quelques minutes à peine, un « poc » qui sonnait comme une excuse se fit entendre, tandis que le bouchon sautait de la bouteille de Mr. Lyons. Mr. Lyons sauta sur ses pieds, s'approcha du feu, prit sa bouteille et la ramena vers la table. « J'étais justement en train de leur dire, Crofton, » dit Mr. Henchy, « que nous avions récupéré quelques votes solides aujourd'hui. »« Qui avez-vous eu ?» demanda Mr. Lyons. « Eh bien, Parks, pour commencer, et puis j'ai eu Atkinson et Ward de Dawson Street. Un vieux très comme il faut, un vieil aristo typique, conservateur de la première heure. Il a dit « Mais ce n'est pas un nationaliste, votre candidat ?» « C'est un homme respectable, » j'ai répondu. « Il est en faveur de tout ce qui peut faire du bien au pays. » Et c'est un gros contribuable, que j'ai dit. Il a une vaste maison dans la cité et 3 locaux d'affaires. Et c'est donc à son avantage de maintenir les impôts plutôt bas. C'est un citoyen éminent et respecté, j'ai dit, et un vrai philanthrope, et il n'appartient à aucun parti, blanc, noir ou rouge. Voilà comment il faut leur parler. Et en ce qui concerne le discours pour le roi, dit Mr. Lyons, après avoir bu et fait claquer ses lèvres. Écoutez-moi bien, dit Mr. Henchy. Ce dont nous avons besoin dans ce pays, comme je l'ai dit au vieux Ward, c'est de capital.
La venue du roi ici signifiera un afflux d'argent pour ce pays. Les citoyens de Dublin en profiteront. Regardez toutes les usines sur les quais, par exemple. Regardez tout l'argent qui dort dans ce pays. Si seulement nous remettions en marche les vieilles industries, les moulins, les chantiers navals et les usines. C'est de capital que nous avons besoin. Mais regardez, John, dit Mr. O'Connor. Pourquoi devrions-nous souhaiter la bienvenue au roi d'Angleterre? Est-ce que Parnell lui-même... Parnell, dit Mr. Henchy, est mort. Et voilà comment je vois les choses. Voilà que ce type monte sur le trône, auquel sa vieille mère s'est accrochée jusqu'à ce qu'il ait les cheveux gris. C'est un homme du monde, et il a de bonnes intentions à notre égard. C'est un sacré bon vieux camarade, si vous voulez mon avis, doté d'un solide bon sens. Il se dit juste, la vieille n'a jamais été voir ces sauvages d'Irlandais, par le Christ, j'irai moi-même et voir à quoi il ressemble. Et nous l'insulterions quand il arrivera pour une visite amicale, hein? Est-ce que je n'ai pas raison, Crofton? Mr. Crofton hocha la tête. Mais après tout, argumenta Mr. Lyons, la vie du roi Édouard, vous savez, n'est pas très... Oh diable, les vieilles rancœurs, dit Mr. Henchy. Moi, personnellement, je l'admire. C'est juste un type ordinaire, comme vous et moi. Il aime son verre de grog et il est un peu coureur peut-être, mais il se débrouille bien en sport. Bonté divine, est-ce que nous les Irlandais ne sommes pas capables de fair play? Tout cela est très joli, dit Mr. Lyons, mais regardez le cas de Parnell. Au nom du ciel, dit Mr. Henchy, en quoi les deux situations sont-elles comparables? Ce que je veux dire, dit Mr. Lyons, c'est que nous avons nos idéaux. Pourquoi diable est-ce qu'on accueillerait un homme comme lui? Est-ce que vous ne pensez pas, après ce qu'il a fait, que Parnell était l'homme capable de nous guider? Et alors, pourquoi devrions-nous accepter Édouard VII? C'est l'anniversaire de Parnell, dit Mr. O'Connor. Évitons de nous échauffer les sangs. Nous le respectons tous maintenant qu'il est mort et enterré. Même les conservateurs, ajouta-t-il, en se tournant vers Mr. Crofton. Poc! Le bouchon retardataire explosa de la bouteille de Mr. Crofton. Mr. Crofton se leva de son carton et alla près du feu. Comme il revenait à sa place avec son butin, il dit d'une voix profonde. De notre côté, on le respecte parce qu'il était un gentleman. Je ne vous le fais pas dire, Crofton, dit Mr. Henchy avec passion. C'était le seul à pouvoir maintenir l'ordre dans ce panier de crabes. Coucher les chiens, au panier les mauviettes, c'est comme ça qu'il les traitait. Mais venez, John, entrez donc, cria-t-il, en apercevant Mr. Hines sur le seuil. Mr. Hines entra lentement. Ouvrez une autre bouteille de bière, Jack, dit Mr. Henchy. Ah, mais j'oubliais qu'il n'y a pas de tire-bouchon. Allez, donnez-moi une et je la mettrai au feu. Le vieux tendit une autre bouteille et elle fut placée sur la plaque. Asseyez-vous, Joe, dit Mr. O'Connor. Nous étions justement en train de parler du chef. Oui, dit Mr. Henchy. Mr. Hines s'assit sur la table à côté de Mr. Lyons, mais ne dit rien. En tout cas, s'il y en a un qui ne le renie pas, dit Mr. Henchy, c'est bien vous, Joe. Non, pardieu, vous le défendez comme un homme. Oh, Joe, dit Mr. O'Connor soudainement, récitez-nous ce texte que vous aviez écrit, vous vous souvenez? L'avez-vous sur vous? Oh oui, dit Mr. Henchy, récitez-le-nous. L'avez-vous déjà entendu, Crofton? Écoutez-le donc, c'est magnifique. Allez, dit Mr. O'Connor. À vous, Joe. Mr. Hines ne parut pas se souvenir immédiatement à quel texte il faisait allusion, mais après avoir réfléchi un instant, il dit « Oh, ça, bien sûr, mais c'est vieux maintenant. »« Un effort, mon vieux, dit Mr. O'Connor. »« Chut, chut, dit Mr. Henchy. Allez-y, Joe, on vous écoute. » Mr. Hines hésita encore un peu. Puis, au milieu du silence général, il retira son chapeau, le posa sur la table et se leva. Il semblait repasser le texte dans sa tête. Après un assez long silence, il annonça « Mort de Parnell, 6 octobre 1891 ». Il s'éclaircit la gorge une fois ou deux, puis commença à réciter. « Il est mort, mort notre roi non couronné. Ô Erin, pleure ton deuil et répands tes larmes désespérées, car il gît mort, celui que la bande des hypocrites modernes a fait tomber. Il gît, massacré par les chiens et les lâches, lui qui était monté de la boue jusqu'à la gloire, et les espoirs d'Erin et ses rêves flambent dans le bûcher de son roi. Dans les palais, les cabanes et les berceaux, où qu'il soit, le cœur de l'Irlande saigne, car il a disparu, celui qui aurait forgé son destin. Il lui aurait donné la gloire, le drapeau vert splendidement déployé.
ces hommes d'État, ces bardes et ces guerriers se seraient levés devant les nations du monde. Il a rêvé, hélas, ce n'était qu'un rêve, de liberté. Mais comme il s'efforçait d'empoigner cette idole, la traîtrise l'a séparé de ce qu'il aimait. Honte à ceux dont les mains lâches et viles ont frappé leur Seigneur, ou qui, par un baiser de Judas, l'ont vendu à la foule déchaînée des prêtres flagorneurs qui l'ont exécuté. Qu'une honte éternelle consume la mémoire de ceux qui ont essayé de souiller et d'entacher le nom exalté de celui qui les rejetait avec orgueil. Il est tombé comme tombent les puissants, noble et intrépide jusqu'à son dernier souffle, et la mort l'a aujourd'hui uni à tous les héros passés d'Erin. Qu'aucun bruit de lutte ne vienne troubler son sommeil, il repose en paix, aucune douleur humaine, aucune haute ambition ne l'aiguillonne plus vers les glorieux sommets. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils l'ont abattu. Mais, Erin, écoute, son esprit peut encore se lever comme le phénix de ses cendres quand point l'aube du jour, le jour qui apportera le règne de la liberté. Et à ce jour, qu'Erin, en buvant sa coupe de joie, n'oublie pas sa douleur, le souvenir de Parnell. Mr. Hynes se rassit sur la table. Quand il eut fini de réciter, il y eut un silence, puis un tonnerre d'applaudissements. Même Mr. Lyons applaudit. Ces applaudissements continuèrent pendant longtemps. Quand ils cessèrent, tous les auditeurs burent une gorgée à leur bouteille, en silence. Poc! Le bouchon sauta de la bouteille de Mr. Hynes, mais Mr. Hynes demeura assis, rouge d'émotion et tête nue sur la table. Il ne paraissait pas avoir entendu cette invitation. « Mon bon Joe !» dit Mr. O'Connor, sortant son papier à cigarette et sa tabatière pour dissimuler son émotion. « Qu'est-ce que vous dites de ça, Crofton ?» cria Mr. Henchy. « Est-ce que c'est beau ou pas ?» Et Crofton répondit que c'était, en effet, un très beau texte.